Bonjour, ici Marc-André, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet numéro 19, cycle énergétique des composés covalents. Alors, avant de vous parler des cycles énergétiques à proprement parler, j'aimerais faire une révision de certains concepts fondamentaux en ce qui a trait à l'énergie de la liaison covalente. Alors, comme on sait, lors d'une réaction chimique, il y a réarrangement des atomes et forcément, il y a bris de liaison dans les réactifs et formation de nouvelles liaisons dans les produits. Maintenant, d'un point de vue énergétique, on sait que le bris d'une liaison nécessite toujours un apport d'énergie. C'est donc un phénomène endothermique, tandis que la formation de liaison entraîne quant à elle toujours un dégagement d'énergie, c'est-à-dire que c'est un phénomène exothermique. Alors, on a ici des tableaux qui présentent les énergies de liaison covalente moyenne exprimées en kilojoules par mol. Et on peut donc lire les énergies des liaisons simples ici, pour les liaisons doubles ici et pour les liaisons triples. Donc, par exemple, si je veux connaître l'énergie de la liaison entre deux atomes de fluor, donc je vais chercher mon atome de fluor ici et l'atome de fluor là, et je peux donc lire 156,9 kJ par mol. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc l'énergie à fournir si j'ai une molécule de F2 à l'état gazeux. Si je veux briser donc une mole de liaison FF, je fournis 156,9 kJ et ça va me donner donc 2 moles de fluor à l'état atomisé et gazeux. Donc, dans ce cas-ci, c'est un phénomène endothermique puisqu'on casse la liaison FF, mais dans le sens inverse, là, si je pars de 2 moles de fluor à l'état gazeux et si je forme donc une mole de liaison FF, je vais dégager 156,9 kJ. D'accord, donc ces valeurs numériques-là vont être importantes, on va les utiliser dans les cycles énergétiques. OK, maintenant, une deuxième chose que je vais vous présenter avant de faire les cycles énergétiques, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie standard de formation. Alors, le symbole de l'enthalpie standard de formation, là, c'est delta H avec un petit degré et en indice F et 298. Donc, qu'est-ce que c'est l'enthalpie standard de formation? C'est le delta H, donc la variation d'enthalpie, qui est accompagnée lors de la formation d'une mole, donc spécifiquement une mole, d'un composé à partir de 16 éléments qui doivent être pris dans leur état physique standard à 25 degrés Celsius. D'accord? Donc, le petit degré ici là, réfère à la pression standard. Alors, pression standard aujourd'hui, on sait que c'est 101,3 kPa. Autrefois, c'était 100 kPa. Le petit F, c'est pour formation, 298, c'est pour la température ambiante de 25 degrés Celsius ou 298 Kelvin. D'accord, donc je vais vous montrer comment écrire des équations de formation de différents composés. Alors, dans la colonne à gauche, on a la formule chimique du composé, on a son état physique, et à droite, j'ai la valeur numérique du delta H standard de formation. OK, donc là, CO2 gazeux. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une flèche vers une mole du composé. Donc, il faut absolument que ce soit toujours une mole du composé. Et là, je vais me poser la question de quoi est-il formé le CO2? Donc, ces éléments, quels sont-ils? On a du carbone. Donc, j'ai besoin d'une mole de carbone. L'état physique standard à 25 degrés du carbone, c'est quoi? C'est un solide covalent. Donc, je mets en parenthèse le S ici. Et ensuite, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de 2 moles d'oxygène. L'état standard de l'oxygène, c'est sous forme de molécules diatomiques. Et on sait que c'est un gaz. Alors, tel quel, ça me donne le nombre de moles requis là, de chaque atome. Donc, ça, c'est l'équation de formation du CO2. Donc, toujours important d'écrire les états physiques pour ces équations-là. Et en fait, la valeur numérique du delta H de formation, souvent, c'est des valeurs qu'on va pouvoir aller chercher dans des tableaux. OK? Donc, ces valeurs de delta H standard de formation ont été mesurées là, pour un nombre très, très grand de composés et on a accès à ces valeurs numériques-là. OK? Parfait. Deuxième exemple, H2O à l'état liquide.
Donc, encore une fois, je vais commencer par faire la flèche vers une mole du composé, donc H2O à l'état liquide. Et là, je décompose en ces éléments. Donc, j'ai besoin de hydrogène, j'ai besoin de 2 moles d'hydrogène. Donc, l'hydrogène se trouve sous forme de gaz diatomique. Et j'ai besoin d'oxygène. J'ai besoin d'une seule mole d'oxygène. Donc, on sait que le O2, c'est un gaz diatomique. Et compte tenu que j'ai besoin d'une seule mole, je vais mettre un coefficient stoichiométrique 1/2 ici. Et comme ça, mon équation est équilibrée. OK, NaOH aqueux. Donc, pour le troisième exemple, donc une flèche vers NaOH à l'état aqueux comme ceci. Et là, dans ce cas-ci, j'ai du sodium. Donc, le sodium, c'est un solide métallique aux conditions ambiantes. L'oxygène, donc gaz diatomique, encore une fois, je vais mettre 1/2 ici pour obtenir seulement une mole. Pour l'hydrogène, même principe, donc 1/2 fois H2 à l'état gazeux. Et on a notre équation équilibrée là, de formation du NaOH. OK, donc c'est essentiellement ce qu'il faut savoir pour les équations de formation. Donc, je vous invite à faire l'exercice de cette diapo-là qu'on va pouvoir corriger en classe la prochaine fois qu'on va se voir. Et on peut maintenant parler des cycles énergétiques de composés covalents. Donc, les composés covalents, là, ce sont aussi les composés qu'on appelle moléculaires. Donc, on parle d'atomes qui sont tous liés par liaison covalente, donc habituellement là, de petites molécules formées de non-métaux. Il ne faut pas confondre composé covalent à solide covalent. Donc, un solide covalent, c'est complètement différent. Là. Tous les atomes sont liés les uns aux autres par liaison covalente et ça fait un réseau tridimensionnel à grande échelle là, dont la cohésion est très forte. Donc, ce n'est pas ça ici. On parle de petites molécules. Les atomes dans cette molécule-là sont liés par liaison covalente, mais les petites molécules sont liées les unes aux autres par des forces intermoléculaires. On va discuter de ces forces-là plus tard dans un autre sujet. OK, donc, par exemple ici, je veux faire le cycle énergétique du propine afin de déterminer le delta H standard de formation. Et on nous donne comme valeur thermodynamique l'enthalpie de sublimation du carbone. On dit que c'est 717 kJ par mol. Alors, la première chose que je vais faire, c'est écrire l'équation de formation de cette molécule-là, le CH3CCH. Alors, encore une fois, là, je fais une flèche vers le composé. On nous dit qu'il est à l'état gazeux. Et là, je vais décomposer. Je vois que j'ai 3 moles de carbone. Alors, le carbone, on sait que c'est un solide covalent. Et j'ai besoin donc de 4 moles d'hydrogène. Donc, je vais faire 2 fois H2 à l'état gazeux. Parfait, ça c'est mon équation de formation. Et là, dans le cycle énergétique, regardez bien, les éléments, donc les réactifs dans l'équation de formation, on va aller les placer sur un premier palier. Alors, je vais mettre ça ici, donc 3 moles de carbone solide. Et on a donc 2 moles de H2 à l'état gazeux. D'accord? Donc ça, c'est le premier palier, là, c'est les éléments constitutifs du composé. Et en fait, le composé final se retrouve à être ici. Donc, le propine, là, CH3CCH à l'état gazeux. Il va falloir identifier chacun des paliers là, quand on fait un cycle énergétique. D'accord, donc là, le delta H de formation sur mon diagramme ici, là, il va se trouver ici. Donc ça, c'est delta H standard de formation. Et c'est ça qu'on cherche à déterminer avec notre cycle énergétique. OK, donc l'axe des Y ici, c'est l'énergie exprimée en kilojoules par mol. Et regardez bien ce que je vais faire. Les réactifs, donc les éléments, on va les fixer arbitrairement à 0 kJ par mol en termes d'énergie. D'accord. Et là, afin de déterminer le delta H de formation, on se base sur la loi de Hess, comme quoi le delta H d'une réaction va être égal à la somme des delta H des étapes simples pour lesquelles il peut être décomposé. OK, vous allez peut-être mieux comprendre avec l'exemple. Alors, là, ce que je veux faire, c'est briser toutes les liaisons dans mes réactifs pour arriver à l'état atomisé. Donc, le carbone, on a vu que c'est un solide covalent. Je vais devoir briser toutes les liaisons dans ce solide covalent-là. Donc, pour ça, je vais faire appel
à l'enthalpie de sublimation. Donc, comme j'ai 3 moles, je vais faire 3 fois 717 kJ par mol. Et ça va me permettre de sublimer le carbone et il va maintenant se retrouver à l'état de gaz, donc des atomes isolés là, à l'état gazeux. Pour le H2, ben lui, je ne l'ai pas encore touché. OK, donc quel est le coût énergétique de cette première étape-là? Il ne me reste plus qu'à faire, donc 3 fois 717, ça me donne 2151 kJ. OK, ensuite, là, je vais briser les liaisons dans le H2. Donc là, je vais aller consulter le tableau des énergies de liaison covalente. Donc, je vais faire 2 fois, puisqu'on a 2 moles de H2, 436,4, ça c'est l'énergie de la liaison en 2 atomes d'hydrogène, kilojoules par mol. Alors, plus 2151, ça me donne en fait 3023,8. Le 8 ici est non significatif, je vais mettre une petite barre comme ça. Et évidemment, je vais identifier qu'est-ce que j'ai sur mon palier. Alors, le carbone, lui, est à l'état atomisé. On en a 3 moles. Et puisqu'on a brisé les liaisons covalentes dans le H2, on va avoir en fait 4 moles d'hydrogène atomisé. D'accord? Donc, ce palier-là s'appelle le palier de l'état atomisé. Donc, on ne devrait plus avoir de liaison là, entre nos atomes. Ici, tout devrait être à l'état gazeux et on n'a plus que des atomes indépendants les uns des autres. OK, donc une fois que j'arrive à ce palier-là, là, je dois considérer la formation des liaisons dans mon composé covalent. Alors là, il va falloir, dans un premier temps, que j'écrive la structure de Lewis de ce composé-là. On peut faire la structure de Lewis simplifiée ici, là. Donc CH3, comme ceci. CC, on sait que c'est une liaison triple. Et CH. Donc ça, c'est ma molécule. Et là, il faut faire un espèce de travail de comptabilité où là, je vais compter le nombre de liaisons de chaque type. Donc, j'ai 4 liaisons carbone-hydrogène et ces liaisons-là, elles vont libérer 414 kJ par mol. Donc, je vais mettre un signe négatif ici, puisque lors de la formation de liaison, on sait qu'on libère de l'énergie. Et ensuite, j'ai une liaison carbone-carbone simple, j'en ai une seule. Alors, celle-là, elle vaut 347 kJ par mol. Et j'ai aussi une liaison triple, carbone-carbone. Alors, 812 kJ par mol. Et donc, si je fais la somme de tout ça, ça me donne moins 2815 kJ par mol. Donc, ça, c'est l'énergie totale qui est libérée lors de la formation des liaisons à partir des atomes à l'état isolé. OK. Donc, là, en fait, sur mon cycle énergétique, je vais pouvoir isoler le deltage de formation. Alors, deltage de formation à 298 Kelvin va être égal à 3023,8 moins l'énergie libérée, donc 2815, ce qui me donne donc 209 kJ par mol. Donc, à l'aide du cycle énergétique, j'ai pu isoler là, la valeur thermodynamique qui était inconnue, le deltage standard de formation. Et bref, on obtient 209 kJ par mol. Et voilà, donc ça démontre l'utilité d'un cycle énergétique. Okay? Donc, dans ce cas-ci, c'était le delta H, le standard de formation, qui était notre inconnu, mais ça pourrait être une autre valeur thermodynamique. Ça pourrait être, par exemple, une énergie de liaison. D'accord? Alors, donc, en résumé, là, les cycles énergétiques, le but, c'est toujours d'isoler une valeur thermodynamique qui va être inconnue. D'accord? La stratégie qu'on va utiliser est en 3 étapes. La première étape, on va écrire l'équation de formation du composé à partir de ces éléments à 25 degrés Celsius, comme je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième étape, on va briser donc les éléments constitutifs du composé, là, on va les briser toutes les liaisons qui assurent la cohésion de ces substances-là pour
atteint le palier de l'état atomisé. Et dans un troisième temps, à partir de la structure de Lewis du composé, je vais faire mon bilan des nouvelles liaisons qu'on va former. D'accord? Et une fois que j'ai fait tout ça, il ne me reste plus qu'à isoler la valeur thermodynamique qui est inconnue pour la calcul. OK, on va faire un autre exercice. Alors, par exemple, si on veut déterminer l'énergie de la liaison OH dans l'éthanol, donc on a ici la formule semi-développée. On nous dit ici que l'éthanol est à l'état gazeux. On peut noter que l'énergie de la liaison OH, là, on peut la trouver dans le tableau que je vous ai présenté initialement, mais là, on doit s'imaginer qu'on n'aurait pas accès au tableau. Là. Comment est-ce qu'on pourrait la déterminer de façon indirecte? Alors, on nous donne les données suivantes. On nous donne le deltage de sublimation du carbone. On nous donne aussi le deltage de formation de l'éthanol. On donne accès aux autres énergies de liaison, excepté celle de liaison OH. OK, alors, voici ce qu'on va faire. Première étape, écrire l'équation de formation de l'éthanol. Alors, donc, formation d'une mole de CH3CH2 OH. On me dit qu'on est à l'état gazeux. Alors, j'ai besoin de 2 moles de carbone, qui est un solide covalent. L'hydrogène, j'ai donc 6 moles d'hydrogène. Je vais faire donc 3 fois H2, gaz diatomique. Et j'ai une seule mole d'oxygène, donc je vais mettre une demi O2 à l'état gazeux. Donc ça, c'est mon équation de formation. Et là, je vais pouvoir identifier mon premier palier. C'est donc les éléments dans leur état standard. Donc ça, c'est le premier palier. Et on fixe arbitrairement ce premier palier à 0. D'accord? Donc, on va pouvoir comparer là, les autres paliers en référence à celui-là. On sait que le dernier palier, c'est le composé, donc dans ce cas-ci, l'éthanol. Et je sais que la différence d'énergie entre les éléments et le composé, c'est le deltage de formation. Alors, on l'a ici, là. Donc, ça, c'est notre deltage standard de formation. Et on nous donne la valeur là, du deltage standard de formation de moins 235,4. Donc, je vais pouvoir écrire ça ici, moins 2,35,4. Très bien. Donc là, à partir des éléments, ce qu'on doit faire, c'est briser toutes les forces attractives qu'on a parmi les éléments pour arriver à l'état atomisé. Je vais commencer par l'élément qui est le plus à gauche, donc le carbone qui est un solide covalent ici. Je dois considérer l'enthalpie de sublimation du carbone. Et là, puisque j'ai 2 moles, je vais faire 2 fois 717 kJ par mol. Donc ça me donne 1434. Et donc là, j'arrive à l'état atomisé, donc carbone à l'état gazeux, ça veut dire qu'on a des petits atomes isolés les uns les autres. Et évidemment, là, les autres éléments n'ont pas changé. Donc, je vais réécrire leur formule chimique, leur état physique tel quel. Donc, ensuite, là, je vais m'occuper du H2. Donc, l'énergie de la liaison HH, c'est 436,4 kJ par mol. Comme j'ai 3 moles, donc je vais faire 3 fois 436,4 kJ par mol, plus 1434, ça nous donne donc 2743,2. Le 2 ici est non significatif, donc je vais mettre un petit crochet. OK, donc là, le carbone, lui, n'a pas changé. Et l'hydrogène, maintenant, j'ai 6 moles de H gazeux, donc atomisé. Et il me reste donc l'oxygène à dissocier. Et là, donc, j'ai une demi-mole d'oxygène. Donc, je vais faire une demi fois, et là, il ne faut pas se tromper, dans le O2, c'est une liaison double et non pas une liaison simple. Donc, il faut aller chercher la bonne énergie de liaison, donc 498,7 kJ par mol. Alors, fois une demi plus 2743,2, ça nous donne 2992,6. Et on est maintenant à l'état atomisé. Alors,
Alors, tous nos éléments sont à l'état gazeux et atomisé, donc il n'y a plus de liaison entre les atomes. Et là, je vais pouvoir considérer la formation des liaisons dans l'éthanol. Donc, premièrement, je dois écrire la structure de Lewis simplifiée de cette molécule-là. Donc, CH3, CH2, OH. Et là, je vais faire mon bilan. Donc, je me retrouve avec 5 liaisons CH. Alors, cette liaison-là, elle est de 414 kJ par mol. Je mets un signe négatif puisque c'est une énergie qui va être dégagée ici. J'ai une liaison carbone-carbone et j'ai une liaison carbone-oxygène. Alors, une fois moins 347 kJ par mol et moins une fois 351 kJ par mol. Et là, c'est en fait l'énergie de la liaison OH qu'on cherche à déterminer. Donc ça, c'est notre inconnu dans ce diagramme énergétique-là. OK, donc je vais calculer tout ce que je sais, tout ce que je peux calculer. Je vais pouvoir isoler l'énergie de la liaison OH. OK, donc le bilan des trois premières étapes ici des liaisons formées, c'est moins 2768. Et là, c'est bon, on va pouvoir isoler l'énergie de la liaison OH. D'accord? Donc, je vais faire la différence d'énergie entre le composé final et l'état atomisé. Et je vais retrancher là, les 2768 kJ qui ont été libérés. Alors, voici ce que je vais faire. Donc, 2992,6 moins 235,4. OK, donc ça me donne la différence d'énergie entre l'état atomisé et le composé final. Donc, moins l'énergie libérée lors de la formation des liaisons, excepté la liaison OH. Donc, tout ça, ça va me donner l'énergie de la liaison OH. Et selon ma calculatrice, ça me donne 460 kJ par mol. Ce que vous pouvez confirmer là, à l'aide du tableau des énergies de liaison. Alors, on a donc ici un deuxième exemple d'un cycle énergétique où on a donc réussi à isoler une valeur thermodynamique inconnue là, à partir des différentes étapes qui ont été décomposées. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir!